Imaginez la scène. Un salon silencieux, l'air lourd d'attente, tous les regards tournés vers vous. Quelqu'un, sans prévenir, lance une accusation tranchante. Cela peut être une attaque directe, un commentaire acide ou une insinuation déguisée en plaisanterie. Le silence qui suit n'est pas seulement l'absence de son, c'est un chant de mine. Tous attendent votre prochain geste, et dans cet instant minuscule, presque invisible, quelque chose de décisif se produit. La plupart des gens, presque par réflexe, font exactement ce qu'ils ont été conditionnés à faire depuis l'enfance. Ils se défendent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez mal compris. Je jure que je ne suis pas comme ça. Des phrases qui paraissent raisonnables, presque nobles. Après tout, si quelqu'un déforme qui vous êtes, il est naturel de vouloir corriger, n'est-ce pas? C'est instinctif. Mais c'est précisément là, dans cet élan apparemment innocent, que le plus grand piège se referme. Car au moment où vous vous défendez, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous abandonnez la chose la plus précieuse dans les jeux de pouvoir, le contrôle du cadre. Et ce n'est pas seulement une froide théorie de livre. C'est un mécanisme qui se répète, que ce soit dans un café entre amis, lors d'une réunion d'affaires ou à la table familiale. L'accusation peut prendre plusieurs formes, explicites, comme une attaque verbale ouverte, ou implicite, comme un ton chargé d'ironie. Mais le piège est toujours le même. Lorsque vous vous empressez d'expliquer, vous partez du principe que l'autre a la légitimité de vous juger. Vous confirmez qu'une réponse est due. Et au moment où vous reconnaissez ce tribunal invisible, vous vous placez vous-même sur le banc des accusés. Les grands stratèges de l'histoire, et je parle ici surtout de ce que Machiavel avait compris bien avant beaucoup d'autres, s'avère que l'acte de se défendre n'est pas seulement inefficace, il est autodestructeur. C'est un geste qui transmet la vulnérabilité, même lorsque vous avez raison. Vous pouvez avoir raison sur les faits, mais aux yeux du public, l'image qui reste n'est pas celle d'une personne juste, mais celle d'une personne qui a été touchée. Et dans le monde réel, la perception est souvent plus puissante que la vérité elle-même. Pensez au prédateur qui aperçoit un animal blessé. Peu importe que la blessure soit superficielle ou que l'animal ait encore la force de lutter, la simple odeur du sang change la donne. La défense, dans ce contexte, c'est le sang. C'est le signal que l'attaque a fonctionné. Et lorsque cela se produit, il n'y a pas de victime, il y a une cible. Voici donc la première provocation. Combien de fois dans votre vie avez-vous cédé cet avantage sans vous en rendre compte? Combien de fois, dans le désir de clarifier les choses, avez-vous renforcé l'autorité de l'autre sur votre récit? Voyez-vous, la défense ne concerne pas seulement ce que vous dites, mais le terrain sur lequel vous choisissez de jouer. Et lorsque vous répondez à une accusation, vous entrez sur le territoire de l'accusateur, avec ses règles, son langage, dans le cadre mental qu'il a choisi. C'est comme entrer dans une partie en sachant que toutes les cartes ont déjà été marquées. Même si vous gagnez une manche, la partie est à lui. Ce que Machiavel avait compris, et que beaucoup ignorent encore, c'est que le pouvoir ne se négocie pas dans la froide logique des preuves et des explications. Le pouvoir se négocie dans la perception. Celui qui semble faible perd. Celui qui semble inébranlable, même s'il brûle à l'intérieur, gagne. Et voici la question qui dérange. Pourquoi ressentez-vous cette urgence presque physique de vous expliquer? Est-ce vraiment pour la justice? Ou est-ce par peur corrosive d'être mal interprété? Lorsque vous vous défendez, vous ne cherchez pas seulement à corriger la vision de l'autre. Vous tentez de récupérer un contrôle que vous avez déjà cédé. Et c'est pourquoi, même après une explication parfaite, vous avez souvent l'impression de ne pas avoir retrouvé votre force. Parce que vous ne l'avez pas retrouvée. Vous avez commencé en jouant le mauvais rôle. Si cela vous semble abstrait, prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans une réunion importante. L'ordre du jour est stratégique, l'atmosphère tendue, et quelqu'un, peut-être par jalousie ou rivalité, lâche soudain « Je ne suis pas sûr que ton idée ait été bien réfléchie ». La salle tourne les yeux vers vous. Voici le moment clé. Que fait la majorité? Elle se penche en avant, explique chaque détail, prouve qu'elle a tout prévu. Mais dans ce processus, même si elle impressionne par ses arguments, elle a déjà confirmé que l'autre avait le droit de douter. Elle a accepté le rôle de l'accusé. Et ce faisant, elle a déplacé l'énergie de sa position vers celle de l'autre. Le machiavélien, lui, ne réagit pas dans la précipitation. Il comprend que l'attaque concerne moins la critique en elle-même que le jeu qui se cache derrière. Il garde son calme, peut même se renverser légèrement dans son siège,
regarder l'accusateur dans les yeux et ne pas se justifier. Le silence, dans ce contexte, n'est pas un vide. C'est une déclaration. C'est le refus de jouer sur ce plateau. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous vu cela en pratique? Un politicien accusé qui ne répond pas directement. Un leader qui ne commente pas les rumeurs. Une figure publique qui laisse une polémique mourir faute de réaction. Bien souvent, cette absence de défense dérange plus que n'importe quelle réponse. C'est le mystère qui alimente le respect ou la crainte. C'est ici que se pose la première couche de conflit. On nous a appris à croire que ne pas répondre, c'est admettre la culpabilité. Mais dans le jeu réel du pouvoir, répondre, c'est admettre la faiblesse. Cette contradiction est inconfortable, car elle nous oblige à choisir entre l'acceptation sociale et l'autorité personnelle. Avez-vous remarqué que, lorsque vous ne répondez pas, l'accusateur commence à s'agiter? Il répète l'accusation, cherche des alliés, élève le ton. Il veut votre réaction, car tant que vous restez immobile, l'attention commence à se déplacer. C'est le même instinct que celui de quelqu'un qui soulève une pierre pour voir s'il y a de la vie dessous. Lorsqu'il ne voit aucun mouvement, le malaise est pour lui. À partir de là, la question est simple et brutale. Préférez-vous paraître innocent ou intouchable? Au fond, toute défense naît d'un désir d'être compris. Mais celui qui cherche à être compris renonce à quelque chose de plus précieux. Le droit de ne pas être remis en question. C'est comme choisir d'avoir raison dans une petite discussion et perdre la guerre invisible de l'autorité. Peut-être pensez-vous que c'est trop froid, trop impersonnel. Mais le froid, dans le contexte du pouvoir, n'est qu'une autre forme de chaleur. Une chaleur qui brûle à l'intérieur de l'autre, qui le ronge parce qu'il n'a pas obtenu la réponse qu'il attendait. Voici donc la vérité dérangeante que vous ne voulez peut-être pas entendre. La plupart des batailles que vous avez perdues ne l'ont pas été parce que l'attaque était forte, mais parce que vous vous êtes précipité pour vous défendre. Et, à l'instant où vous l'avez fait, vous avez cessé d'être le protagoniste de la scène pour devenir un personnage réagissant au scénario de quelqu'un d'autre. Et si, la prochaine fois, vous ne réagissiez tout simplement pas? Et si, au lieu de courir prouver quelque chose, vous laissiez le poids du silence tomber sur l'autre? Et si, au lieu d'être l'accusé, vous étiez le juge qui ne reconnaît même pas qu'il y a une affaire à juger? Car, au final, l'erreur fatale ne réside pas dans le fait d'être attaqué. L'erreur fatale est d'accepter que vous deviez quelque chose à celui qui tente de vous définir. Et c'est précisément à ce moment-là, dans cet instant de tension maximale entre l'impulsion et la stratégie, que commence le véritable jeu machiavélien. Imaginez que vous êtes au milieu d'une conversation apparemment anodine, peut-être pendant la pause au travail ou dans un cercle d'amis. L'ambiance est détendue, jusqu'à ce que, soudain, quelqu'un lâche une phrase chargée de venin, mais déguisée en plaisanterie. « Ah, tu penses toujours tout savoir, n'est-ce pas ?» Les personnes autour rient, certaines par gêne, d'autres par pure complicité. Vous sentez une chaleur vous envahir, le cœur s'accélère, et avant même d'avoir réfléchi, votre bouche commence déjà à s'ouvrir pour expliquer « ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est « na ». Voilà, la partie a changé. Et elle a changé en faveur de celui qui a lancé la première pierre. Car à partir du moment où vous ouvrez la bouche pour vous défendre, vous n'êtes plus sur votre terrain. Vous êtes entré sur celui de l'autre, avec ses règles, sur l'échiquier qu'il a choisi, et avec le public déjà installé pour vous regarder tenter de vous en sortir. Et c'est là que réside le danger. La défense n'est pas seulement une réponse. C'est un aveu implicite que l'autre a le droit d'exiger des explications. C'est comme si vous signiez un contrat invisible disant « Oui, tu es mon juge. Oui, je dois justifier ce que je fais, ce que je pense, et même qui je suis. » Et une fois que vous l'avez signé, il est très difficile de le déchirer. Ce mécanisme est si courant qu'il s'infiltre dans tous les domaines de la vie, du milieu professionnel aux relations les plus intimes. Au travail, cela peut se produire pendant une réunion. Vous présentez une proposition avec assurance. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce que quelqu'un lève la main et dise « Je ne suis pas sûr que tu aies pensé à tous les risques de cette idée. Peut-être que cette personne n'a aucun argument solide. Peut-être qu'elle ne fait que vous tester, ou pire, cherche à miner votre position pour gagner du terrain. » Mais si vous vous empressez de répondre, si vous vous lancez dans un monologue pour prouver que oui, vous avez tout prévu, vous déplacez automatiquement le centre de l'attention.
La réunion cesse d'être sur votre idée et devient une séance improvisée d'interrogatoire. À la maison, dans les relations personnelles, le même schéma se répète. Imaginez le moment où un proche, partenaire, ami, membre de la famille, lance « Ces derniers temps, tu sembles bien distant ». La plupart réagissent aussitôt. Mais non, c'est juste que j'ai été occupé, préoccupé, fatigué. Et dans cette tentative de réparer, de prouver amour ou attention, vous avez déjà confirmé qu'il y a un problème. Plus encore, vous avez donné à l'autre personne le contrôle du rythme de la conversation. Désormais, c'est elle qui fixe le ton, définit le sujet et décide quand la discussion se termine. Le problème central est que la défense est toujours réactive. Et dans le jeu du pouvoir, celui qui réagit est déjà en position de faiblesse. Vous ne prenez plus de décision, vous répondez à celle de l'autre. C'est comme aux échecs, lorsque, à chaque coup de l'adversaire, vous vous empressez de bouger vos pièces sans regarder l'ensemble de l'échiquier. C'est précisément pour cette raison que Machiavel voyait l'acte de se défendre comme la plus grande abdication de pouvoir possible. Non pas parce que parler est mauvais, mais parce que parler dans le cadre fixé par l'autre, c'est perdre le contrôle du récit. Comprenez ceci, lorsqu'on vous lance une accusation ou une provocation, ce n'est pas seulement le contenu qui compte, mais le contexte. En répondant dans le contexte donné, vous renforcez sa légitimité. C'est comme accepter d'être interviewé par quelqu'un qui a déjà formulé les questions de manière à vous faire mal paraître, quelle que soit votre réponse. En politique, cette tactique est utilisée en permanence. Un candidat est attaqué publiquement et, au lieu de changer de sujet, il se lance dans un marathon d'interviews pour clarifier les faits. Que se passe-t-il? L'attaque obtient plus de couverture médiatique, les gens associent son nom à l'accusation, et même si l'explication est solide, le dommage dans la perception est déjà fait. Dans le marketing personnel, l'effet est le même. Pensez aux figures publiques qui s'engagent dans des débats en ligne pour redorer leur image. Chaque tweet, chaque vidéo explicative, chaque déclaration accroît la portée de l'attaque initiale. Pour un observateur extérieur, la personne semble courir après les dégâts, et cela, aux yeux de la majorité, est la preuve qu'il y a bien eu dégâts. Et il n'est pas nécessaire d'être un politicien ou une célébrité pour tomber dans ce piège. Il suffit d'avoir des réseaux sociaux. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un publier un long texte en réponse à un commentaire malveillant? La personne croit qu'elle met un point final à l'histoire, mais en réalité, elle ne fait qu'alimenter le feu. Chaque mot apporte plus de contexte, plus de détails, plus de combustible pour que le sujet reste vivant. Pourquoi faisons-nous cela? Parce qu'il y a un inconfort presque insupportable à laisser quelque chose en suspens, sans explication. Le silence dérange. On a l'impression que, si l'on ne parle pas, les gens croiront à la pire version possible. Mais voici la vérité brutale. Souvent, lorsque vous parlez, les gens commencent justement à y croire. Le silence, lorsqu'il est maintenu avec assurance, crée une aura de mystère et de force. L'explication, même parfaite, crée une impression de vulnérabilité. C'est contre-intuitif, je sais. Mais dans le domaine de la perception, la logique n'est pas celle de la vérité. Prenez un exemple simple. 2 personnes reçoivent la même accusation lors d'une réunion. La première se précipite pour expliquer, parle pendant des minutes, gesticule, justifie chaque détail. La seconde garde le silence, regarde calmement la salle et, après quelques secondes, change de sujet. Qui paraît le plus sûr de lui? Qui semble avoir le contrôle? Et ne vous y trompez pas, ne pas réagir ne signifie pas passivité. C'est une action calculée. C'est refuser d'entrer dans le cadre de l'autre et, ce faisant, l'obliger à venir vers vous. C'est le forcer à affronter le vide que crée votre silence. Et le vide, dans le monde social, pèse plus lourd que n'importe quel argument. En pratique, cela signifie comprendre que chaque provocation est une invitation à jouer. Et accepter cette invitation, c'est entrer dans une partie que vous n'êtes pas obligé de jouer. Le pouvoir n'est pas d'avoir la meilleure défense, c'est de ne pas en avoir besoin. Et voici la question qui dérange. Combien de discussions, au cours des derniers mois, avaient réellement besoin d'exister? Combien ont changé la perception des autres en votre faveur? Et combien n'ont fait que vous épuiser et renforcer le pouvoir de celui qui vous a provoqué? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que, dans bien des cas, il aurait mieux valu ne rien dire. Laissez l'autre avec son propre écho, avec son besoin de validation.
le laisser s'épuiser à viser une cible qui ne bouge pas. Et c'est ici que tout bascule. Se défendre, ce n'est pas seulement jouer sur le terrain de l'ennemi, c'est lui donner le ballon, le temps et le score. Et pire encore, le faire en croyant que l'on gagne. Si vous voulez vraiment inverser le jeu, vous devez apprendre à reconnaître le moment précis où l'on vous invite sur ce terrain et refuser l'invitation avec élégance. Cela demande de l'entraînement, du contrôle émotionnel et surtout de renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Parce que la vérité est simple et dure. Le monde n'appartient pas à ceux qui ont toujours raison. Le monde appartient à ceux qui savent garder le contrôle du cadre. Et ce contrôle commence par le refus de jouer sur le terrain de l'autre. Et si, la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, vous vous contentiez de sourire et de changer de sujet? Et si, au lieu de vous justifier, vous laissiez planer un silence calculé? Et si, au lieu de dépenser de l'énergie à prouver quelque chose, vous l'investissiez dans le renforcement de votre propre récit sur votre propre terrain? Ce ne sont pas des questions théoriques. Ce sont des invitations à un changement concret dans votre manière de réagir à chaque attaque. Et si vous commencez à appliquer cela aujourd'hui, vous verrez que le jeu change vite, très vite. Alors, si ce message vous a parlé, si vous vous êtes souvenu de situations où vous êtes tombé dans le piège de la défense, je veux que vous fassiez 2 choses maintenant. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. Pas parce que tout le monde le demande, mais parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez plus que des réponses toutes faites. Vous voulez de vrais outils pour reprendre le contrôle de votre vie. Deuxièmement, aimez cette vidéo maintenant. Ne remettez pas à plus tard. C'est un geste simple mais qui aidera ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme vous, en ont assez de perdre temps et énergie à jouer sur le mauvais terrain. Parce que la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous attirer dans son jeu, vous vous souviendrez de ceci. Et à ce moment-là, vous n'entrerez pas. Vous sourirez. Vous garderez le contrôle. Et c'est là que le pouvoir commence. Le silence est mal interprété par presque tout le monde. Pour la plupart, le silence est une absence, un manque d'arguments, une passivité. Mais, dans le véritable champ des interactions humaines, le silence est une présence multipliée. Ce n'est pas un vide, c'est un miroir qui oblige l'autre à se regarder, et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. Que se passe-t-il lorsque vous gardez le silence, non pas comme un geste timide, mais comme une posture calculée? Les gens remplissent cet espace avec leurs propres insécurités. Ils projettent, spéculent, inventent des histoires. Et le plus curieux, c'est qu'en l'absence d'informations concrètes, ils ne projettent presque jamais quelque chose de petit. Au contraire, ils vous surestiment. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque nous ne savons pas à quoi quelqu'un pense, nous avons tendance à croire que c'est quelque chose de plus grand, de plus profond, ou de plus dangereux que cela ne l'est vraiment? C'est exactement ce qui se passe lorsque vous maîtrisez le silence. Il devient un multiplicateur de votre présence. Mais voici une question. Pourquoi cela met-il si mal à l'aise ceux qui sont habitués à contrôler la conversation? Parce qu'au moment où vous ne réagissez pas, vous brisez la chorégraphie qu'ils avaient prévue. La danse qui exigeait que vous fassiez le prochain pas pour qu'ils puissent diriger s'arrête tout simplement. Et quand la musique s'arrête, celui qui devient mal à l'aise, c'est celui qui voulait le plus danser. Comprenez ceci. Cela ne signifie pas seulement se taire. Il s'agit de la manière dont vous occupez l'espace tout en vous taisant. Le silence sans présence est oubli. Le silence avec présence est domination. C'est la différence entre disparaître et devenir le centre invisible de la pièce. Êtes-vous déjà entré dans un lieu et avez senti qu'il y avait quelqu'un qui, sans dire un mot, changeait l'atmosphère? Peut-être était-ce un chef, un leader ou même un inconnu dans un coin, mais avec une posture si assurée que tout le monde le remarquait. Ce n'est pas de la chance, c'est construit. La question que vous devriez vous poser est donc, comment construit-on ce type de présence? Premier point, le corps. Le corps parle avant la bouche. Épaules détendues, posture droite, regard ferme, mouvement lent. Chaque geste maîtrisé communique plus qu'un paragraphe entier de justification. Les personnes qui bougent trop vite donnent l'impression de nervosité. Celles qui bougent avec calme transmettent le contrôle. Deuxième point, le regard. Il ne s'agit pas de fixer de manière agressive, mais de soutenir le contact visuel sans précipitation.
Un regard qui ne fuit pas transmet « Je ne dois rien à personne ». Curieusement, plus vous maintenez ce regard, plus l'autre commence à se remettre en question. Troisième point, la respiration. Une respiration courte est signe d'anxiété. Une respiration longue et maîtrisée est signe de confiance. Dans le silence, chaque détail est amplifié. Si vous respirez lentement, il semble que vous ayez tout le temps du monde, et cela devient une arme psychologique. Mais peut-être pensez-vous, et si l'autre insiste, et s'il continue à provoquer, c'est là que le silence devient encore plus létal. Car plus la personne insiste, plus elle s'expose. Elle passe de confiante à désespérée, de stratégique à émotive, de calculée à instable. Et tout cela pendant que vous restez immobile, intact, intouchable. Que pensez-vous que les autres autour voient? Ils ne voient plus un débat. Ils voient un duel, où un seul des deux côtés transpire. Et cela ne vaut pas seulement pour les confrontations directes, mais pour toute situation où l'on tente de tester vos limites. Au travail, quand quelqu'un met en doute votre compétence de manière indirecte. Dans la vie personnelle, quand quelqu'un cherche à vous piquer pour provoquer une réaction émotionnelle. Dans un environnement social, quand une plaisanterie est faite à vos dépens. Chaque fois que vous ne réagissez pas comme prévu, vous envoyez un message silencieux. Je ne joue pas sur ton plateau. Voici maintenant un fait intéressant qui pourrait changer votre vision. Des études sur la dynamique sociale montrent que dans les interactions de groupe, ceux qui parlent moins tendent à être perçus comme plus puissants. Cela ne signifie pas que parler est mauvais, mais plutôt que, lorsque la parole est rare et bien placée, elle pèse davantage. Le silence est l'espace qui prépare l'impact. Pensez au film de tribunal. L'avocat le plus dangereux n'est pas celui qui crie tout le temps, mais celui qui laisse le silence s'installer avant de poser une question fatale. La pause rend chaque mot qui suit inévitable. Et peut-être vous demandez-vous, mais si l'on interprète mon silence comme une faiblesse? C'est la plus grande crainte de ceux qui n'ont pas encore maîtrisé cet art. Le secret est simple. Le silence n'est faiblesse que lorsqu'il est accompagné d'un corps tendu, d'un regard fuyant et d'une posture fermée. Quand votre corps communique la force, le silence ne semble jamais être un recul. Le grand changement, c'est que, lorsque vous apprenez à maîtriser le silence, vous n'avez plus besoin de courir après l'attention. Vous l'attirez naturellement. Et, dans les jeux de pouvoir, celui qui attire l'attention sans la demander est celui qui dicte les règles. Mais attention, le silence est aussi une lame à double tranchant. Utilisé sans intention, il peut être perçu comme de l'indifférence ou une arrogance vide. La différence entre arrogance et pouvoir est simple. L'arrogance a besoin d'être confirmée en permanence. Le pouvoir est auto-évident. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous acculer, souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de ne pas répondre. Il s'agit de la manière dont vous portez le poids de ce moment. Si vous démontrez calme, confiance et présence, vous ne faites pas que vous taire. Vous parlez plus fort que n'importe quelle explication. Et voici ma dernière question pour vous. Êtes-vous prêt à utiliser le silence comme votre arme la plus affûtée? Car, à partir de maintenant, chaque mot que vous choisirez de ne pas prononcer sera aussi stratégique que toute action que vous entreprendrez. Avez-vous déjà remarqué que certaines attaques ne doivent pas être bloquées? Elles doivent être renvoyées? Et je ne parle pas de les renvoyer avec colère, avec des cris ou avec de longs arguments. Je parle d'un retour tellement subtil et tranchant que, lorsque l'autre s'en rend compte, il est déjà en train de s'expliquer à votre place. C'est l'art machiavélique de l'inversion de l'accusation. Ce n'est pas une défense. Ce n'est pas une contre-attaque. C'est faire trébucher l'ennemi sur sa propre offensive. Imaginez la scène, une salle pleine, une réunion importante, une atmosphère tendue. Vous exposez votre idée et, au milieu de votre discours, quelqu'un lance « Tu es vraiment arrogant ». La plupart des gens, même les plus sûrs d'eux, sentiraient le coup. C'est comme si l'air devenait plus lourd. L'impulsion immédiate serait de se défendre. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste confiant dans mon travail. Mais vous le savez déjà, c'est le moment où la partie change, et pas en votre faveur. Voici comment fonctionne l'inversion. Vous le regardez calmement, sans vous presser, et vous répondez, presque comme si vous faisiez une observation. C'est drôle, comme la confiance met certaines personnes mal à l'aise. Pause.
Silence. Et voilà. Qu'avez-vous fait? Vous n'avez pas nié. Vous ne vous êtes pas excusé. Vous avez transformé l'accusation en un reflet de l'autre. Désormais, la conversation ne porte plus sur votre prétendue arrogance, mais sur la sensibilité ou l'insécurité de celui qui vous a accusé. Et vous savez ce qu'il y a de plus fascinant. Vous n'avez même pas besoin d'avoir l'air agressif. Plus votre ton est neutre, plus l'autre se sentira mal à l'aise. Parce que, lorsque la flèche revient à celui qui l'a tirée, elle porte un poids auquel il ne s'attendait pas. Mais voici la question. Pourquoi cela fonctionne-t-il aussi bien? Parce que la plupart des accusations, surtout émotionnelles, ne sont pas purement rationnelles. Elles sont chargées d'intention, souvent celle de provoquer une réaction. Lorsque vous évitez non seulement de réagir, mais que vous renvoyez aussi la charge à l'accusateur, il perd ses repères. Il s'attendait à ce que vous dansiez sur sa musique, mais c'est maintenant à lui de se justifier. Et si vous pensez que cela ne marche que dans un cadre formel, détrompez-vous. Prenons un exemple du quotidien, qui peut arriver à n'importe qui. Vous êtes à un dîner entre amis. La conversation est légère jusqu'à ce que quelqu'un lâche, sur ce ton blagueur que tout le monde connaît. « Ah, tu es vraiment manipulateur. » La réponse instinctive serait « Mais non, c'est absurde. » La réponse machiavélique est tout autre. Intéressant. En général, je n'entends ça que de la part de ceux qui n'ont pas réussi à m'influencer. Vous voyez ce qui s'est passé. L'accusation a instantanément perdu de sa force. Celui qui a attaqué doit maintenant composer avec le sous-texte que vous avez créé. Peut-être n'a-t-il pas l'habileté qu'il croyait avoir. Et pire encore, tout le monde autour a entendu. Et si l'accusateur insiste, tant mieux, car plus il essaiera de justifier son accusation, plus il semblera obsédé, émotionnel et, inévitablement, faible. Voilà le pouvoir de l'inversion. Ce n'est pas se défendre, c'est placer l'autre sur le banc des accusés en utilisant ses propres mots comme preuve. Mais attention, il ne s'agit pas d'humilier ou de gagner des disputes par vanité. Il s'agit de préserver et d'étendre votre pouvoir social sans entrer dans des guerres inutiles. Machiavel ne parlait pas d'attaquer de front, il parlait de laisser l'autre se détruire tout seul. Et l'inversion, c'est exactement cela. Vous ouvrez la porte pour que l'autre s'y engouffre et s'y perde de lui-même. Vous voulez un exemple historique? On raconte que Jules César, lorsqu'on l'accusait de vouloir le pouvoir absolu, ne niait pas. Au contraire, il souriait et disait quelque chose comme « Curieux comme certains hommes se sentent menacés simplement en voyant un autre homme bien faire son travail ». Il évitait non seulement de se défendre, mais transformait aussi l'accusation en un compliment déguisé. Appliquez cela aux réseaux sociaux. Un commentaire malveillant apparaît sur votre publication. « Tu es vraiment faux ». La réponse classique serait un long texte explicatif, ou un « je ne te connais même pas, grincheux ». La réponse machiavélique? Curieux? Les gens ne disent ça que lorsqu'ils ne reçoivent plus ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. Et quand le sujet de la narration change, le contrôle change de main. Et si l'accusation est grave, si elle touche un point sensible, l'inversion fonctionne toujours, à condition de garder votre calme. Imaginez que dans une conversation de couple, l'autre personne dise « Tu es froid, tu ne tiens pas à moi ». Vous pourriez tomber dans le piège de l'explication, énumérer des preuves d'affection, rappeler des souvenirs. Mais si vous voulez garder le contrôle, vous pourriez répondre « C'est drôle ». C'est souvent quand on est très impliqué émotionnellement qu'on commence à interpréter le silence comme un désintérêt. Qu'avez-vous fait? Vous avez semé le doute. Maintenant, l'autre va se demander s'il n'exagère pas, s'il n'interprète pas mal, si ses émotions ne déforment pas sa perception. Peut-être pensez-vous, et si ça ne marche pas et que j'ai l'air insensible? C'est justement le point. L'insensibilité contrôlée, dans le jeu du pouvoir, est synonyme d'indépendance émotionnelle. Les gens respectent davantage ceux qui ne se laissent pas ébranler par les jugements que ceux qui y réagissent constamment. Voici une curiosité psychologique qui soutient cette technique. L'esprit humain déteste les vides. Quand vous ne vous expliquez pas, l'autre doit combler le silence par ses propres interprétations. Et quand vous offrez une phrase courte qui retourne l'accusation, cette phrase devient le centre du récit. C'est comme si vous placiez une lentille déformante sur la scène, et que tout le monde ne voyait plus qu'à travers elle. Vous voulez tester? La prochaine fois que quelqu'un vous dit « Tu te crois meilleur que les autres », répondez « Non, je ne crois juste pas que je doive penser comme tout le monde.
Cela paraît simple. Mais essayez de le dire calmement, en regardant dans les yeux et observez comment l'atmosphère change. L'inversion bien appliquée transforme toute tentative d'attaque en autoportrait involontaire de l'attaquant. C'est comme tenir un miroir sous le bon angle. Et le meilleur, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Mais voici le micro-conflit. Appliquer cette technique exige plus que de l'intelligence. Cela exige un contrôle émotionnel. Parce que la tentation de frapper fort est grande. Plus votre réponse est lourde, plus elle ressemble à une défense. La véritable inversion est presque minimaliste. Elle ne crie pas, ne se justifie pas, ne cherche pas l'applaudissement immédiat. Elle sème et attend. Et lorsque vous apprenez à attendre, quelque chose d'inévitable se produit. L'accusateur revient de lui-même quelques jours plus tard, essayant de réparer la situation, d'expliquer ce qu'il voulait dire, d'adoucir l'impact. À ce moment-là, vous avez déjà gagné. Si je devais résumer cette partie en une seule phrase, ce serait « N'utilisez pas un bouclier contre l'épée. Tenez le miroir et laissez l'autre se couper. » Et voici la réflexion finale de cette étape. Combien d'accusations auraient pu se transformer en déclarations de force si vous aviez utilisé l'inversion plutôt que la défense? Combien d'attaques auraient pu devenir des aveux publics d'insécurité? As-tu déjà remarqué que, dans certaines situations, il ne suffit pas seulement de se défendre ou d'inverser une attaque? Il existe des moments où il faut aller plus loin, transformer tout l'environnement à ton avantage. Il ne s'agit pas de gagner la discussion contre l'accusateur, mais de retourner discrètement le public contre lui, sans que personne ne réalise que c'est toi qui as déclenché le mouvement. C'est l'instant où le jeu cesse d'être un duel et devient une bataille d'influence collective. Et la règle est simple. Celui qui contrôle la salle contrôle la narration. Maintenant, arrête-toi et réfléchis. Combien de fois t'es-tu trouvé dans un groupe, que ce soit lors d'une réunion de travail, d'un dîner entre amis ou d'une conversation familiale, et quelqu'un a décidé de te piquer publiquement? Peut-être par une plaisanterie à double sens, peut-être par une critique déguisée en opinion, et au moment où cela se produit, toutes les attentions se tournent vers toi. C'est comme si un projecteur invisible d'interrogatoire s'allumait. Le réflexe le plus courant? Réagir directement à l'accusateur. Expliquer, contre-attaquer ou tenter de désamorcer la provocation. Mais cela revient à jouer sur son terrain. C'est lutter pour convaincre une seule personne, alors qu'en réalité, tu as tout un public à conquérir. Ce que Machiavel aurait compris, et que peu perçoivent, c'est que, dans ces moments-là, l'accusateur n'est pas ton véritable adversaire. Le vrai champ de bataille se trouve dans les yeux et les esprits de ceux qui assistent à la scène. Ils sont le jury silencieux. Et si tu joues bien, ils ne se contenteront pas de refuser de te condamner. Ils condamneront l'accusateur à ta place. Mais comment faire cela sans paraître théâtral ou manipulateur? Prenons un exemple réel. Imagine que tu es en réunion. Tu présentes une proposition audacieuse, différente de ce que tout le monde attendait. Et là, de l'autre côté de la table, quelqu'un lâche, avec un sourire en coin. Tu arrives toujours avec ces idées farfelues. Tu crois que ça marcherait en pratique? Tout le monde rit doucement, attendant ta réaction. C'est là que 90% des gens se trompent. Ils passent directement à la défense. Ce n'est pas farfelu, Et voilà, l'attention de la salle se focalise sur ta justification. Le coup machiavélique est différent. Tu fixes l'accusateur une seconde de plus que la normale, esquisse un sourire calme et dis « Intéressant, on dirait que tu as une alternative plus sûre. Partage-la avec nous. » Et voilà, tu viens de faire deux choses à la fois. Tu as transféré le focus sur lui. Tu as mis la pression du groupe sur ses épaules. Désormais, il doit présenter quelque chose d'aussi bon, voire meilleur, que ce que tu as proposé. Et s'il ne le peut pas, la salle le remarquera. Sans que tu ne dises rien, il vient de se placer lui-même sous les projecteurs. Tu veux aller plus loin? Imagine qu'il tente de répondre, mais qu'il commence à tourner autour du pot. Tu gardes le silence, le regard fixé, comme si tu évaluais vraiment. Ce silence n'est pas vide, c'est un jugement muet. Et le plus puissant, ce n'est pas toi qui le questionne, mais le groupe. Cela fonctionne parce que les gens ont peur d'être perçus comme faibles ou mal préparés devant un public. Et quand ta posture reste calme et centrée, l'insécurité de l'autre apparaît au grand jour. Mais attention, cela ne marche que si tu ne montres pas d'hostilité ouverte. Si tu sembles frapper l'autre, la salle peut penser que tu es trop agressif. L'objectif est de paraître curieux, ouvert, même collaboratif.
tout en retirant discrètement le tapis sous ses pieds. Et voici un micro-conflit intéressant. Que faire si l'accusateur est charismatique et maîtrise le groupe? La réponse est contre-intuitive. Au lieu de le confronter directement, tu crées de petites fissures dans la perception du groupe. De petites questions, des expressions de légère surprise ou de confusion qui sèment le doute. Est-il vraiment juste? N'exagère-t-il pas? Prenons un exemple social, hors du travail. Tu es dans un cercle d'amis et quelqu'un lâche. « Ah, tu es toujours tellement dramatique !» Tu pourrais rire, nier ou plaisanter en retour. Mais si tu veux retourner la salle, tu peux répondre « C'est drôle ». Je n'ai jamais entendu ça de la part de quelqu'un qui me connaisse vraiment bien. Qu'as-tu fait? Tu as créé un « nous » et « eux » invisibles. Ceux qui te connaissent bien vont naturellement se placer dans le « nous ». Ceux qui ne sont pas proches se demanderont s'ils te connaissent assez pour être d'accord avec l'accusateur. Et le meilleur, tu n'as pas élevé la voix. Tu n'es pas entré dans le jeu de l'offense. Tu as amené le groupe à reconsidérer la phrase de l'autre sans le demander. Pense maintenant aux leaders que tu as déjà vus à l'œuvre. Les plus respectés ne sont pas ceux qui gagnent des débats en criant, mais ceux qui amènent le public à discréditer l'adversaire de lui-même. Ils savent qu'il ne faut pas battre une seule personne, mais faire en sorte que tout le groupe voit la faiblesse de l'autre partie. Et cela ne se limite pas au contexte en présentiel. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus puissant. Quand quelqu'un t'attaque publiquement, la réaction naturelle est de répondre directement, mais le coup intelligent est de parler à l'audience. Tu formules ta réponse pour qu'elle ressemble moins à une défense et plus à une réflexion générale. Exemple, commentaire. Tu es un mauvais professionnel. Réponse machiavélique. Curieux comme les opinions fortes révèlent souvent plus celui qui les exprime que celui à qui elles sont adressées. Cela ne répond pas directement à l'attaque, mais met en lumière le comportement de l'accusateur et le public l'interprète comme il veut. Résultat, souvent, ce sont les spectateurs eux-mêmes qui viennent à ta défense. Et si personne ne réagit? Et si le groupe reste silencieux? C'est le moment en or. Parce que le silence collectif est inconfortable pour celui qui a attaqué. Il s'attendait à du soutien, à des rires, à de la validation. Quand rien de tout cela n'arrive, il commence à comprendre que sa manœuvre a échoué. Et quand ce sentiment d'échec s'installe, le groupe s'éloigne peu à peu de lui. Une curiosité psychologique. Des recherches sur le comportement en groupe montrent que les gens ont tendance à s'aligner inconsciemment sur ceux qui transmettent le plus de calme dans les situations tendues. Même sans le savoir, ils associent le self-control au leadership et à la compétence. Autrement dit, en gardant ton sang-froid, tu t'imposes, sans dire un mot, comme la référence stable de la salle. Mais ne te méprends pas. Retourner la salle contre l'accusateur ne consiste pas à se faire des ennemis. Il s'agit de montrer de manière implicite qui contrôle réellement l'environnement. Il s'agit d'être le point de stabilité au milieu du chaos. Alors voici la provocation. La prochaine fois que quelqu'un tentera de t'exposer en public, vas-tu entrer dans son jeu ou transformer le public en ton allié silencieux? Il y a un moment où vous sentez tout votre corps vouloir réagir. L'attaque arrive. La provocation frappe. Et c'est comme si quelque chose en vous criait « Réponds, ne laisse pas passer ». C'est presque physique. Le sang s'accélère, la respiration change, l'esprit commence à formuler des justifications avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et la plupart du temps, c'est là que la partie est terminée pour vous. Parce que cette réaction automatique n'est pas de la force. C'est le reflet d'un conditionnement que la majorité des gens portent depuis toujours. Et dans le champ du pouvoir, les réflexes prévisibles sont des faiblesses exploitables. Alors, la question est, que faites-vous lorsque vous sentez cette vague défensive monter? Comment contrôlez-vous non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous transmettez, même sous pression? C'est ici qu'entrent en scène trois armes silencieuses contre l'impulsion de se défendre. Ce ne sont pas des astuces bon marché, ni des phrases toutes faites à réciter. Ce sont des principes d'attitude qui, une fois intégrés, changent complètement la façon dont on vous perçoit. La première, c'est le silence. Mais pas le silence apathique, ni celui de quelqu'un qui se fige. Je parle du silence intentionnel, celui que l'on tient avec calme et présence. C'est la base de tout jeu psychologique, car il transforme l'attente de l'autre en poids qu'il doit porter lui-même. Imaginez que quelqu'un, en réunion, lâche. Je ne suis pas sûr que vous compreniez vraiment ce dont vous parlez. La plupart se précipiteraient pour répondre « Bien sûr que je comprends, je… » Et voilà, le piège est refermé.
Maintenant, imaginez que vous le regardez simplement pendant 2 secondes. Vous inspirez et rien. Ni oui, ni non. Juste un regard qui dit « Je n'ai rien à prouver ». Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? L'inconfort change de camp. La personne qui tentait de vous mettre sous pression commence à ressentir la pression elle-même. Le silence devient un miroir, et rares sont ceux qui supportent longtemps leur propre reflet. Peut-être pensez-vous, et si mon silence était interprété comme de la culpabilité? C'est le piège mental qui retient 90% des gens. Ce qui compte, ce n'est pas le silence en soi, mais la manière dont vous le tenez. Un silence avec une posture assurée, une respiration calme et un contact visuel stable n'est jamais perçu comme de la culpabilité. Il est perçu comme du contrôle. La deuxième arme, c'est la déflexion. Ici, vous n'ignorez pas l'attaque, mais vous ne l'affrontez pas non plus directement. Vous la redirigez, comme un maître d'arts martiaux qui utilise la force de l'adversaire contre lui. Exemple. Accusation. Vous êtes beaucoup trop contrôlant. Déflexion. C'est curieux comme, parfois, l'organisation peut sembler du contrôle pour certaines personnes. Remarquez, vous n'avez pas nié, vous ne vous êtes pas justifié, vous ne vous êtes pas excusé. Vous avez simplement changé l'angle de la conversation, retirant le poids de l'accusation pour le ramener à l'interprétation de l'autre. C'est de l'or dans le jeu social, car cela maintient la maîtrise du cadre. Petit conflit. Et si l'accusateur insiste? C'est là que vous soutenez la déflexion par une répétition calme. Vous pouvez même sourire légèrement et dire « c'est possible ». Cela dépend du point de vue. L'objectif n'est pas de convaincre l'autre, c'est d'épuiser son énergie sans jamais vous engager. La troisième arme, ce sont les coups précis. Des réponses courtes, tranchantes, pleines de sous-entendus, qui mettent fin au jeu immédiatement. Elles n'expliquent rien, n'ouvrent pas la porte au débat, n'invitent pas au drame. Elles agissent comme des portes closes, envoyant un message clair. Ici, la conversation est terminée. Exemple, opinion intéressante. Pensez ce que vous voulez. Le temps le dira. Ces phrases semblent simples, mais dites avec calme et présence, elles ont un effet redoutable. Elles montrent que vous ne jouez pas au jeu émotionnel que l'autre essaie d'imposer. Plus encore, elles montrent que vous ne jugez même pas nécessaire de disputer le terrain. Pourquoi ces 3 armes, le silence, la déflexion et les coups précis, fonctionnent-elles si bien? Parce qu'elles ont un point commun. Elles retirent de vos épaules le poids de la réaction pour le placer sur celle de l'autre. L'accusateur attend une lutte, mais reçoit un vide calculé. Et le vide, dans le jeu psychologique, est insupportable pour celui qui dépend de la validation. Fait intéressant que peu connaissent. Des études sur les interactions conflictuelles ont montré que les personnes qui maintiennent des réponses brèves et maîtrisées sont perçues comme ayant un statut social plus élevé, même par des observateurs qui ignorent le contexte. Cela vient du fait que, inconsciemment, nous associons le calme au pouvoir et le besoin de s'expliquer à la vulnérabilité. Mais voici la partie la plus difficile. Appliquer ces armes exige non seulement une technique, mais aussi un contrôle émotionnel. Le silence sans maîtrise de soi devient une fuite. La déflexion sans équilibre devient un sarcasme amer. Le coup précis sans posture devient une grossièreté gratuite. C'est pourquoi, avant d'utiliser l'une de ces armes, il faut travailler non seulement les mots, mais aussi l'énergie qui les porte. Vous voulez en sentir la puissance? La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous piquer, contentez-vous de sourire et de dire « Je comprends ». Et c'est tout. Ne complétez pas la phrase, n'expliquez rien, n'ajoutez rien. Juste « Je comprends ». Puis observez. Presque toujours, l'autre ressentira le besoin de combler le vide. Et, ce faisant, il révélera plus sur lui-même que sur vous. Autre exemple. Remarque malveillante dans un cercle social. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Réponse. C'est intéressant comme la confiance dérange certaines personnes. Vous ne vous êtes pas défendu. Vous avez renvoyé la narration là où elle est née, dans la perception, et souvent dans l'insécurité, de l'autre. Voici une question en or. Combien de disputes, de débats ou d'épuisements émotionnels auriez-vous pu éviter au cours des derniers mois si vous aviez utilisé l'une de ces armes au lieu de réagir? Le jeu change lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à tout commenter, que toute accusation ne mérite pas de scène, que souvent, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir le dernier mot, mais de choisir quel mot sera le dernier.
Et c'est précisément ce que vous donnent ces trois armes, le choix. Vous décidez quand parler, comment parler, et surtout, si vous allez parler. Vous sortez du mode réactif pour entrer dans le mode stratégique. Attention cependant, utiliser ces armes ne signifie pas devenir froid ou distant de manière artificielle. Il s'agit de devenir sélectif, de comprendre que chaque réponse est un investissement d'énergie et que, dans certains cas, le retour sur cet investissement est négatif. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous mettre sur la défensive, souvenez-vous, le silence maintient un contrôle invisible. La déflexion garde la narration entre vos mains. Les coups précis clôturent le jeu à votre rythme. Si vous maîtrisez ces trois armes, vous remarquerez quelque chose de fascinant. Les gens réfléchiront à deux fois avant de tenter de vous provoquer. Parce qu'au fond, personne n'aime se battre contre quelqu'un qui ne se laisse jamais entraîner dans l'arène. Et c'est là que commence le véritable pouvoir, lorsque le simple fait que vous soyez dans la pièce modifie le comportement des autres. Est-ce que tu réalises ce qui s'est passé jusqu'ici? Depuis le tout premier instant, tu as été guidé sur un chemin que, peut-être, tu n'avais jamais parcouru consciemment. Nous avons commencé par le piège invisible de se défendre, nous avons vu le refus de jouer sur le terrain de l'ennemi, explorer le silence comme arme, l'inversion comme coup de maître, la capacité de retourner toute la salle contre celui qui a tenté de te faire tomber, et l'utilisation calculée des trois armes contre l'impulsion de réagir. Tout cela n'avait pas pour but que tu gagnes des discussions ou que tu paraisses intelligent, c'était pour que tu cesses de vivre comme une cible. Et ici, maintenant, c'est là que se produit le retournement final. Le moment où tu n'es plus défini par les attaques que tu reçois, mais par la force silencieuse que tu rayonnes avant même qu'une attaque ne commence. C'est la dernière couche. Il ne s'agit pas de gagner un conflit. Il s'agit de devenir tellement solide, tellement inébranlable, que le conflit arrive rarement jusqu'à toi. Et lorsqu'il arrive, il meurt avant même de naître. Soyons clairs, ce n'est pas un tour de magie. C'est le résultat de choix répétés. C'est l'accumulation de petits moments où tu as décidé de ne pas céder à l'impulsion, de ne pas réagir par émotion, de ne pas livrer ta narration sur un plateau. Pense à ce que nous avons vu. Quand tu ne te défends pas, tu retires le carburant de l'attaque. Quand tu n'entres pas sur le terrain de l'autre, tu gardes le contrôle du jeu. Quand tu utilises le silence avec présence, tu obliges l'autre à porter le poids. Quand tu inverses l'accusation, tu transformes l'attaque en confession. Quand tu retournes la salle contre l'accusateur, tu mets la pression sur lui, pas sur toi. Quand tu appliques les trois armes, silence, déflexion et coup précis, tu crées un mur invisible que personne ne traverse sans en payer le prix. Maintenant, imagine tout cela réuni, opérant en même temps, de façon naturelle, comme une partie de qui tu es. C'est ça, la définition d'une aura intouchable. Mais il y a un détail que peu de gens osent admettre. Vivre ainsi exige d'abandonner l'addiction la plus commune et la plus destructrice qui soit, le besoin d'être compris par tout le monde. Tu dois accepter que certaines personnes vont te mal interpréter, que certaines vont déformer tes paroles, que d'autres vont essayer de te rabaisser. Et tu ne corrigeras pas, tu n'enverras pas de message, tu ne posteras pas de justification, tu laisseras faire. Parce que tu comprendras que, quand tu ne te défends pas, tu ne perds rien. Tu économises de l'énergie pour construire quelque chose de plus grand. Et sais-tu quel est l'effet de cela dans le monde réel? Les gens commencent à s'adapter à ta présence. C'est presque instinctif. Ils perçoivent que tu ne bouges pas face aux provocations, que tu ne te laisses pas ébranler par les rumeurs, que tu ne réagis pas aux premiers signes de tension. Peu à peu, ils arrêtent de te tester. Et quand ils le font, ils n'insistent pas. Ce changement n'est pas seulement social. Il est interne. Tu marches avec plus de calme. Tu parles moins, mais tu dis plus. Tes gestes sont mesurés, non par peur, mais par intention. Tu cesses de te battre pour occuper l'espace et tu commences à l'occuper naturellement. Et voici le point le plus important. Cela ne veut pas dire devenir froid ou distant. Cela veut dire devenir sélectif. Tu parleras quand tu voudras, répondras quand ce sera stratégique, et garderas le silence quand cela augmentera ton poids. Il ne s'agit pas de vaincre l'autre, mais de ne jamais entrer dans un combat qui n'en vaut pas la peine. Je sais que, jusque-là, tu penses peut-être « D'accord, j'ai compris les idées, mais si je n'arrive pas à les appliquer sur le moment ?» Et la réponse est
tu ne réussiras pas toujours au début. Tu vas trébucher, tomber dans le piège de répondre, sentir l'impulsion, et parfois y céder. Mais chaque fois que tu résistes, même quelques secondes, tu renforces ce muscle invisible de l'autocontrôle. Avec le temps, tu te rendras compte que les situations qui auparavant te déstabilisaient n'ont plus le même effet, que les attaques te paraissent plus petites, que tu ne te sens plus obligé de prouver quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que le jeu change vraiment. Parce que, lorsque tu vis dans cet état, ta réputation cesse de dépendre de ce qu'on dit et devient ce que l'on ressent quand tu es présent. Et crois-moi, dans le domaine du pouvoir, la sensation vaut plus que l'opinion. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette conclusion n'est pas la fin d'un scénario. C'est le début d'une nouvelle manière d'agir dans le monde. À partir de maintenant, tu as les outils, mais toi seul peux décider si tu vas les utiliser ou retourner au mode automatique que tout le monde suit. Alors, prends un engagement maintenant. Pas avec moi, pas avec cette chaîne, mais avec toi-même. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te mettre sur la défensive, tu ne réagiras pas par impulsion. Tu respireras, tu te souviendras de ce que tu as appris et tu choisiras la bonne arme. Et voici mon appel direct. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu l'importance de ce contenu. Alors, abonne-toi à la chaîne maintenant, pas comme un simple clic, mais comme un symbole de l'engagement que tu prends. Mets un « j'aime » à cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui doivent apprendre à sortir de la défensive. Et écris en commentaire quel a été l'insight le plus fort que tu vas appliquer en premier. Je lis chaque commentaire. Et je veux voir comment tu vas utiliser tout cela dans le monde réel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela montre déjà que tu ne cherches pas seulement une inspiration passagère, mais une transformation réelle. Dans le prochain contenu, nous allons explorer l'étape suivante. Non seulement se protéger des attaques, mais transformer chaque attaque en une opportunité stratégique pour avancer.